Bonjour à tous, bienvenue chez les GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 46e numéro, nous sommes avec Fanny des Nerds à Vif. Salut. SN Parod de lescomics.fr et de la chaîne YouTube SN Parod. Hello à tous. Cap de la librairie Le Comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. Et moi-même, Black Hura de Sanctuary.fr, parce que maintenant, Comic Sanctuary n'existe plus, les cocos. Et puis, Sonia n'est plus là, Elle est absente ce soir, hein. Non, elle est toujours là. Elle est toujours en vie. C'est juste qu'elle a un peu autre chose à faire. Voilà, elle a son salon. Oui, sacré boulot, les gars. Sonia est en train d'installer Bonne Comics. Elle balance des photos assez marrantes sur les réseaux sociaux. J'étais plié de rire dans la journée quand même. Et j'ai voilà. pas vu. Tu vas voir sur son Facebook, il est énorme. Tu vas la voir sur son Facebook, c'est génial. Ouais, c'est des bonnes petites barres de rire. Je me suis bien marré. En tout cas, comment allez-vous? Ça fait un petit moment, hein. Là, on entame le nouveau cycle, hein. C'est beau, quoi. On a quand même fait 2 derniers GG Comics avec des invités assez bavards, et notamment le dernier, Laurent, qui a été fort quand même, hein. En tête à tête, il a bien occupé l'espace. C'était assez drôle. Ah oui. Un excellent podcast, c'était hyper intéressant. En tout cas, comment allez-vous alors? Est-ce que vous avez la pêche, la patate, la banane? Ah bah, on va pas le dire comme ça parce qu'on a du respect pour nous-mêmes, mais oui. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que oui, ça va bien, mais voilà, c'est-à-dire que en termes de vocabulaire, ça va mieux aussi. Moi, je trouve que la banane, c'est sympa quand même. Tu vois, ça met un petit air tropical, tu vois, on est la bonne ambiance, quoi, tu vois. Tu vas voir où je vais te la foutre, la banane, ça sera non, ça ira, tu vois. Ça va très bien. Tout de suite, on fait moins le malin, là. De toute façon, que ce soit la banane ou la pêche ou la patate, tu dirais la même chose, la Blacky. Sauf si c'est une patate douce. C'est très bon, les patates douces. Ah, bon, ça dépend où ça va. Si monsieur a ses préférences. C'est quelqu'un d'expérimenté qui parle. Attendez. Okay. Très fort. D'ailleurs, je fais un bisou sur le chat, j'espère qu'ils nous entendent bien, mais comme il y a GLMast, il risque de parler de Yannick Noah un peu dans la soirée, vu qu'il arrête pas avec ça. Sachez que dorénavant, pour l'instant, je suis dénaté depuis 2 semaines. Il est dénaté. Donc là, je ressemble à une espèce de Jackson 5. Ah mais je croyais que tu restais naté pour le mariage. Bah oui, mais je vais me renater, mais c'est juste qu'en fait, tu vois, je me dénate pendant 1 à 2 semaines pour reposer un peu le cuir chevelu, et après je me renate. Ah oui, bah oui. Ça laisse respirer, tu vois. Là, ça permet de le laver surtout. Ah, aussi. Ouais, histoire qu'il soit un peu propre, vrai. quoi. C'est parce que bon, je pense que ça n'a pas dû être lavé depuis quelques mois, donc. Non, tu les laves avec les nattes, mais après c'est des trucs que, tu sais, le shampoing il reste souvent au milieu, là où c'est tressé, tu vois. Donc c'est pas très propre. Hein, c'est tellement sale ce que tu viens de dire. Oui, c'est ce que c'est charmant. C'est charmant. Ça donne envie. Enfin bref. C'est pas un podcast sur des tutos beauté. Hein, c'est pas vrai, le cas. C'est pas les GG chevelus. Alors, pourtant, je peux t'en donner des tutos beauté pour les cheveux. Ah, très bien, quand même. On va faire un numéro spécial. Un GG cheveux viking, africain, roux, brun. Magnifique. Franchement, on est bien. Ah ouais, là, si on fait un petit mix, c'est sympa comme tout, hein. C'est ça. Bon, cela dit, n'oublions pas que nous sommes un petit podcast de débat de comics quand même. Donc, commençons un peu quand même, hein, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là, hein, après tout. Donc, le débat de ce soir sera: les auteurs de comics ont-ils encore besoin des éditeurs? Alors, pourquoi cette question? Alors, on avait des choses qui ressemblaient, hein, dans notre pool de sujets dans les GG Comics, mais c'est Matt qui le soir du podcast avec Laurent m'avait soufflé cette idée-là. J'avais dit bah pourquoi pas. C'est un peu le bon moment parce qu'en ce moment on voit fleurir plein de crowdfunding avec plein de projets intéressants et beaucoup qui aboutissent et qui réussissent à être publiés. Enfin. Encore heureux. En tout cas, oui, en tout cas, ils arrivent à être financés. Ça, c'est quand même une bonne chose. D'où la question, avec cette montée de crowdfunding, est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui les éditeurs ont encore besoin les auteurs ont encore besoin d'éditeurs? Alors les éditeurs, oui, ont besoin des auteurs parce que sans eux ils font pas de boulot. Hein, oui. Ça on est un peu d'accord. Mais quand même, on a quand même soufflé aussi cette idée de débat qui pourrait peut-être être intéressant un jour à discuter. Pas tout de suite. Ça va être vite fait quand même. Ouais, mais c'est un peu ça. Il y a peut-être des trucs intéressants. Si un jour on voulait parler de ça, écoutez, je le mettrai dans le pool des sujets. Je vois pas ce qu'un éditeur peut faire sans auteur, mais ok.
ouais, enfin, ça se discute. Bref, je vais pas faire le débat de là, ça sert à rien. En tout cas, on va innover. Pour le coup, quand même. On va faire un petit tour de table. Et chacun, vous allez me dire, pour vous, quel est le meilleur moyen pour un auteur de se passer d'un éditeur? Alors, rapidement, hein, parce que le but du débat, c'est après de parler de ça, hein, clairement. Donc, on va commencer par Fanny. Bah, c'est ce dont tu as parlé, tout de suite en intro, c'est, je dirais, la réponse la plus évidente, qui est évidemment le crowdfunding, mais en allant un petit peu plus loin, pour moi, c'est se créer un réseau. Puisque faire un bouquin, ça se fait pas tout seul. Tu as besoin de personnes qui te relisent, tu as besoin de personnes qui font ta com, tu as besoin de personnes qui vont relayer l'info, etc., etc. Alors oui, faire un crowdfunding, mais comment, de quelle manière, en étant entouré par qui? Enfin voilà, pour moi c'est difficile de répondre en 2 mots. Je pense qu'il y a des outils qui existent, mais après c'est une manière de faire à trouver aussi, qui est pour moi, voilà, se créer un réseau avant tout. Très bien. Cab. C'est quoi la question déjà? C'est les auteurs de comics ont-ils encore besoin des éditeurs? Mais alors d'abord, on commence par un petit tour de table pour dire quel est pour toi le meilleur moyen pour un auteur de se passer d'un éditeur. Pour moi c'est l'auto-édition, mais l'auto-édition passe actuellement par le crowdfunding. Ça évite à l'auteur en fait de rentrer dans ses frais, de taper en fait dans des réserves d'argent qu'il n'a pas nécessairement, et de faire appel à la générosité des gens pour sortir un album. Mais globalement c'est de l'auto-édition. Il y a en fait que ce seul et unique moyen. En tout cas actuellement en France il y a ce moyen-là. Aux États-Unis il y en a d'autres. Très bien. Voilà. Non, mais je suis surpris que tu sois aussi bon ce soir. SN. Ça doit faire 1 ou 2 podcasts que je suis pas là. J'ai le temps de recharger les batteries. Je suis chaud, là, toi. C'est clair. D'accord. SN, à ton tour. Pour moi, en fait, ça dépend si t'es un auteur qui débute ou si t'es un auteur qui est déjà un peu confirmé. Donc, un peu comme ce qu'a dit Fanny. En fait, si t'es un auteur qui est déjà confirmé, tu peux directement partir sur un crowdfunding parce que t'as déjà un réseau et t'as déjà des relations. Et si t'es vraiment quelqu'un qui débute, faut que tu commences à faire des relations. Tu vas faire plein de petites choses. Tu vas sans doute faire plein de petits dessins ici et là. Tu vas essayer de te faire connaître sur les réseaux sociaux, sur DeviantArt, ce genre de choses. Et puis après, éventuellement, tu peux arriver à cette espèce, donc soit faire de l'auto-édition et te vendre toi-même, soit réussir à faire un crowdfunding. Mais là, pour moi, sans s'être fait ce réseau au préalable, c'est pas possible de réussir un crowdfunding actuellement. Très bien, je te remercie et je vais un peu à toi boucler la boucle et moi en fait c'est presque pareil que SN et Fanny en fin de compte, c'est qu'évidemment, alors moi par contre j'y crois pas du tout qu'un auteur puisse se passer d'un éditeur. En fait pour moi c'était pas la question, mec. C'était pas la question. Mais le seul moyen du coup pour un auteur de se passer d'un éditeur, c'est pas de faire de l'édition, mais c'est de vendre son art. Et donc du coup la chose qui va avec, c'est que je ne crois pas qu'un scénariste pourrait se passer d'un éditeur, mais qu'un artiste lui pourrait, mais juste en vendant en fait des commissions. Ou alors maintenant il y a le système, de streaming avec Twitch qui avec Jimmy, on en parlera un peu plus tard. Mais là c'est pas être un auteur de comics, c'est faire du dessin et c'est tout. C'est pas la même chose. Oui, non mais ça se discute. Mais toujours est-il que par là, pour moi ça passe, tu commences avec un éditeur, tu montes ton réseau, etc. Tu montes ta fame, hein, de manière d'être connu, tout ça. Et après, la manière, si tu veux vraiment te passer un éditeur, c'est juste vendre ton art sans faire de comics. Voilà. C'est un peu bête, hein, ce que je dis, hein. Mais pour moi, c'est le seul moyen, et c'est la seule chose aujourd'hui que je vois où on a des auteurs qui font plus de comics et qui arrivent à très bien vivre, en fait, en vendant, tout simplement des commissions, quoi. Ouais, mais ils font pas de comics. On parle d'auteurs de comics ou on parle de dessin tout court? Ça va pour les deux, parce qu'à la base, c'est des auteurs de comics. Donc... C'est pas la même chose. Il y a des comics, c'est narration séquence. On est d'accord. Qui au moins 2 dessins, quoi. On est d'accord. Qu'on soit d'accord sur quoi on parle, en fait, Blacky. Oui, non, on est d'accord. Des gens qui vendent des dessins, tu prends des artistes. Ce sont des dessinateurs. Tu prends en France, il y a des mecs comme De Crécy ou Gibra. Les mecs vendent des dessins à 50 000 € en vente aux enchères.
Ils n'ont pas besoin de faire de BD à côté. Tout à fait. Gibran, on a fait quand même pas mal. C'est vrai oui, que dans ce contexte-là, je dis pas qu'il n'en a pas fait. Dans ce contexte-là, ça serait historiquement des auteurs de comics, mais qui, à l'instant T où ils n'auraient plus besoin d'en faire, seraient plus des artistes que des auteurs de comics. Tout à fait. Regarde, Jim Lee, s'il veut, il fait que des dessins et qu'il va aux enchères, t'inquiète pas qu'il vit très bien. Ah bah t'inquiète pas. Déjà ce qu'il fait. Ce qu'il fait, ce qu'il fait en plus. Mais c'est pas pour moi le sujet. Tout à fait, mais ça se discute. Donc, écoutez, on va commencer réellement ce débat pour rentrer un peu plus en profondeur et on va commencer déjà, évidemment, de parler un peu de crowdfunding, etc., d'auto-édition. Mais avant, on va un peu se poser la question, qu'est-ce qu'un éditeur? Parce qu'en fin de compte, si on parlait des auteurs de comics qui se passent d'éditeurs, il faut peut-être un peu qu'on discute de ce qu'est un éditeur et de son rôle. Alors, écoute, déjà, est-ce qu'on peut dire... Est-ce que tu veux bien commencer, tu vois? Je t'ai vu venir. Maintenant, je te connais tellement, tu vois, je t'envoie la balle. C'est moche. Déjà, on parle de quel pays? Est-ce qu'on parle d'un éditeur français ou est-ce qu'on parle d'un éditeur américain? Parlons des deux, essayons de globaliser. Mais effectivement, t'as raison. Mais on peut pas globaliser. Commençons par les États-Unis. Commençons par les États-Unis et parlons de la France par la suite. Ouais. Très bien. Alors, aux États-Unis, un éditeur, c'est quelqu'un qui va, alors pour Marvel et DC particulièrement, un petit peu pour d'autres univers comme chez Dark Horse, pour tout ce qui est univers partagé, l'éditeur va faire en sorte que telle et telle série soit liée ensemble et qu'elle ne dise pas tout et son contraire. C'est-à-dire que si dans, je ne sais pas moi, les X-Men, Jean Grey est décédé, il ne faut pas que dans Uncanny X-Men, une autre série, par exemple la deuxième série X-Men, elle soit vivante et se porte très bien. Il faut qu'elle soit morte des deux côtés. Ça fait partie du travail d'éditeur. Il doit gérer un pool de scénaristes et d'auteurs, enfin même de dessinateurs. Il doit faire en sorte que les comics sortent à l'heure, soient corrigés, soient embellis. Il apporte des idées ou motive les scénaristes à revoir certaines idées afin d'améliorer le produit pour qu'il soit le meilleur possible. Et du coup, quand on parle d'univers partagé, ils font aussi en sorte que sur ce qu'ils chapeautent, généralement on a un éditeur par franchise, forme un tout global. Voilà, ça c'est pour Marvel, DC, quelques titres chez Dark Horse et autres. Après, il y a des éditeurs... par exemple, chez Image, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, un auteur de comics n'a pas forcément besoin d'un éditeur et n'a pas besoin forcément de passer en crowdfunding. Il peut passer par Image, où là, par contre, tu auras Image Comics qui va te proposer de publier. Et donc là, tu as un publisher. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que ton comics soit publié, donc imprimé, livré au comic shop, qu'il y ait de la promotion qui soit faite dessus et une mise en avant avec de la communication. Pas que, ça, non, c'est le rôle d'un il y a publisher. aussi de la correction, de la mise en page, etc. Pas nécessairement. Plein de choses, pas nécessairement. Ça, c'est le rôle d'un éditeur. Oui, mais ça peut. Oui. Ah, alors chez Image, ça peut, mais c'est pas obligatoire. Je regardais certains de mes comics Image en VO, parce que sur le Canva VF, c'est difficile à avoir. J'en ai certains. Tu vois que le publisher de Image joue le rôle d'éditeur. Mais pour d'autres, j'ai des Joe Kelly, par exemple, il y en a pas. Il y a pas marqué d'éditeur dans l'ours. Donc, il y a peut-être eu des corrections, des choses comme ça, mais il n'y a pas eu quelqu'un qui a joué le rôle d'un éditeur. Par contre, tu prends le Glory, qui a été une reprise de Joe Kittinge d'un comics de Rob Liefeld. Rob Liefeld n'est pas l'éditeur, mais il y a bien eu un éditeur qui est le publisher de Image. Généralement, il fait les deux casquettes. C'est un peu comme les œuvres de Kirkman avec le studio Skybound, où là, t'as une espèce de micro cosmos autour de l'édition qui avec des éditeurs chez eux et tout. Voilà, c'est ça. Voilà, t'as la même chose chez 12 Gauge qui édite des bouquins de Brian Stelfreeze par exemple et de Jason Pearson. Où là, t'es mon grand-père, enfin mon tonton, Brian Stelfreeze, évidemment. Oui, bien sûr. Et donc, je disais, voilà, édite, corrige, font en sorte que le comic soit embelli. Par contre, ça n'a pas la même lourdeur, si je puis dire, que chez les Big Two. Donc voilà, ça c'est le rôle d'un éditeur aux États-Unis. Aux États-Unis, un éditeur est là pour, c'est un peu ta mère en fait. C'est un peu. J'aurais plus dit ton comptable.
Non, t'as Nounou, t'es payé pour, quoi. C'est quelqu'un qui est payé pour. C'est quelqu'un qui est payé pour que tu rentres ton truc en temps et en heure, qui est là pour corriger, etc. Je me souviens. N'hésitez pas à lire pour l'édition, par exemple, la très bonne biographie de Douglas Adams par Neil Gaiman, où on voit le boulot de l'éditrice de Douglas Adams, qui était réputée pour ses retards. La meuf gère son planning, ce qui fait que sa deadline de retard, c'est devenu sa deadline de 3e retard, c'est sa deadline de base en fait pour elle, par rapport à la publication, tu vois. Et du coup, c'est elle qui gère ça comme ça. C'est incroyable de voir le boulot de Nani en fait que c'est en fait par rapport à un auteur. Alors d'ailleurs, il y a JL Mas qui dit sur le chat, pour faire bien, pour résumer un peu l'édition entre un publisher et un éditeur en anglais, c'est qu'en fait le publisher, lui, il fait plutôt le marketing, la gestion du transport, diffusion, gestion de projet, et la réalisation la réal des projets est confiée plutôt à une équipe éditoriale. Et par contre, l'éditeur, du coup, c'est gestion d'univers partagé, correction. Alors il parle de proofreading, hein, c'est de la relecture, et gestion de l'équipe artistique. Donc voilà. Tout à fait. C'est assez clair. Je pense que JL est assez bien placé pour savoir comment ça se passe. Voilà. En sachant qu'en France, par contre, à l'inverse, les deux sont plutôt liés. Alors, l'éditeur garde toujours ses fonctions, mais c'est aussi lui qui va gérer, par exemple, l'éditrice de Titeuf, c'est elle qui gère Zep, c'est elle qui gère les relectures, des trucs comme ça, mais c'est aussi elle qui va gérer avec l'équipe de com de chez Glénat, qui pour tout ce qui va être communication, etc. C'est elle qui va s'assurer que le truc soit bien, il y ait une bonne communication, que le truc soit bien parti en presse, etc. C'est le publisher en France et l'éditeur. Les deux récupèrent les mêmes fonctions. Alors, je pense que aujourd'hui, on a peut-être une nouvelle structure qui justement s'apparente plus à ce que fait Image Comics, avec la structure de Michael, avec Comics Initiative, qui justement se vend aujourd'hui comme un image-like, entre guillemets, sauf qu'il passe par du crowdfunding, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est principalement effectivement, il fait les deux aujourd'hui, un éditeur, clairement. Et puis d'ailleurs, JL Masque qui nous dit qu'en France, ça reste assez paternaliste. Guy Delcourt, Charlotte Gallimard, ils ont l'air de mettre les mains dans le cambouis de la créa. Même Jacques Glénat, etc. Enfin, un paquet, on a pu voir ce qui s'est passé chez Delcourt avec Comics Fabric, ou chez Glénat avec leur collection qu'ils partagent avec IDW, où effectivement on a un Olivier Jalabert ou un Thierry qui va vraiment les aider. Enfin vraiment, il y a un double boulot, quoi, clairement. Alors après, il faut voir que pour le comics en particulier, le comics américain, c'est le cas pour exemple pour Glénat, etc. Mais tout ce qui va être Panini ou Urban, on en est très loin. Oui, là on est plus sur un rôle de publishing pur et dur. C'est ça. Tout ça est fait en amont. Eux, il ne passe pas grand chose à faire à part gérer le traducteur, relire pour vérifier que tout se tient bien dans la trad. Et encore gérer le traducteur. Ouais, il ferait mieux de le gérer un peu plus près, mais bon. Ça dépend chez qui. Ça se passe globalement bien, quand même. Oui, n'exagérons pas non plus. Oui, non. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, il faut savoir que quand un éditeur propose de la traduction, ça coûte beaucoup moins cher de faire de la créa. C'est pour info, c'est un fait connu. Il faut savoir que tu payes une licence pour publier quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays, alors que quand tu fais une créa, là, tu payes à la page et tout. Par contre, tu as la gestion des droits qui peut te permettre de... Tu payes pas nécessairement à la page, ça dépend. La plupart du temps, c'est à la page, en tout cas. La plupart du temps. Ouais. Aujourd'hui, moi, on m'a toujours parlé de payer à la page. C'est pas pour tous les contrats, ça dépend. Mais bon, là n'est pas le sujet. Tout à fait. Alors du coup, maintenant qu'on a défini, c'est quoi un éditeur ? Est-ce que vous pensez du coup qu'un auteur peut s'en passer aujourd'hui ? Si oui, comment ? Il y a plein de manières différentes de s'en passer. On parlait, on en a déjà évoqué, mais pour la question purement budgétaire, c'est pour l'auto-édition. On a le crowdfunding, mais après, pour, on va dire, imaginons une licorne
un auteur qui a de l'argent. Bon. Oh putain, c'est rare. C'est rare. Oh la vache. Je demande un effort, j'en ai conscience, mais essayez. Vraiment. Ok, j'essaye de réfléchir, vas-y. Non mais voilà, enfin en soi, il peut complètement imprimer faire de l'auto-publication sur Amazon par exemple, c'est possible. Et vendre de lui-même en auto-édition, ou alors l'imprimer, le vendre dans des salons si son objectif est plutôt bas. Et voilà, il y a des tas de manières en fait. Après, est-ce que je peux juste apporter une petite... Bien sûr, vas-y. T'es pas obligé d'être riche pour faire ce moyen-là, c'est-à-dire sans passer par le crowdfunding. L'État, pour avoir fait de l'auto-édition, tu as moyen, en présentant des projets, un peu comme pour le cinéma, d'aller voir les mairies, les conseils régionaux et d'obtenir du financement. Ah ouais, c'est vrai, ça existe, ça c'est cool. Ouais. Ça. Oui. Ben, moi, j'ai publié en auto-édition 4 fanzinats de BD, de pure BD où il y avait que ça. Le crowdfunding n'existait pas à l'époque. C'est ça. Donc à ce moment-là, t'es là, tu fais j'ai quand même 20 000 balles à débourser pour imprimer ne serait-ce que 1000 bouquins en quadri, format A4, 225 pages. Pour ça, pour les imprimer, il te faut du fric. Tu sors pas l'argent comme ça, quoi. Et donc du coup, tu vas demander au conseil régional, à la ville, etc., d'être participant, etc. Après, tu es obligé de le mettre dans ton habeas corpus, mais c'est pas très grave. Puis voilà. Et tu peux obtenir comme ça des financements pour de la micro-édition. Après, tu essaies de te faire pote avec l'imprimeur pour qu'il te fasse des ristournes. et puis au lieu de payer un transporteur pour aller te les chercher, tu prends ta voiture et puis tu vas les chercher toi-même. Et après, tu les stockes chez toi. Et là, tu vis pendant des années avec des cartons de BD. Tu fais, on sent le caca, fait la haine. Mon pauvre. Alors, on parle beaucoup de crowdfunding. Est-ce que SN ou Fanny voulez faire un petit résumé sur ce qu'est le crowdfunding? Oui, je me permets, SN, excuse-moi. Vas-y. Le crowdfunding, c'est tout simplement le fait de passer par une plateforme dédiée telle que Kickstarter, Ulule, KissKissBankBank, etc. Il y en existe un certain nombre. Qui sont français. Pardon ? Ulule, KissKissBankBank, ça c'est français. C'est une précision. Voilà. Oui. D'accord. En effet. Je te remercie pour Kickstarter, c'est américain. Donc bref, sur diverses plateformes, on peut tout simplement indiquer qu'on a un projet, donc on fait une page web tout simplement, en expliquant son projet. Ça peut être faire un jeu vidéo, ça peut être faire un album, ça peut être créer un jeu de société, ou comme ce dont on parle depuis le début, donc auto-éditer un bouquin, une BD, voilà, ça peut être des tas de choses différentes, mais ce sont les choses les plus... de la musique, quoi. Si, j'ai dû faire un album. Ouais, album. Enfin, pour moi, album, c'était musique. Oui, ça peut être. Pas pour moi. Non, c'est moi. Mais oui, ça peut. T'étais si parfait jusque-là, c'est dommage. Excuse-moi, je t'ai coupé, Fanny. Ça pouvait pas durer. Exactement. Donc oui, c'est souvent dans un domaine, on va dire, artistique ou culturel dans tous les cas. Et donc l'idée, c'est tout simplement de faire appel à la bonté des gens, au mécénat de manière moderne, puisque c'est faire appel à beaucoup de gens différents qui vont donner un peu d'argent. Ça peut tout à fait être 2-3 personnes qui donnent beaucoup d'argent, mais c'est quand même assez rare, à part si t'as la chance d'avoir papa, maman qui vont te soutenir et qui ont un peu de sous. Mais voilà, et c'est des plateformes qui sont tout simplement dédiées à récolter ton argent, et si tu arrives à dépasser les 100%, eh bien tu récupères cet argent, moins une toute petite commission pour le site qui te permet de faire ça. Et voilà. Généralement, c'est le début des emmerdes quand tu comptes à le 100%. Ouais, surtout vu ce que ça dépend aussi ce que tu promets c'est souvent quand tu proposes une dédicace, à partir de là, t'es souvent dans la merde. Très souvent. Non, même sans ça, c'est
tu vois, est-ce que les auteurs de comics ont-ils besoin des éditeurs? Techniquement, non. Enfin, en tout cas, ils sont plus obligés. Oui. Sur le court terme. Parce que pour le moment, on n'a pas encore, c'est très jeune, on n'a pas de visu sur le long terme pour voir comment ça fonctionne. Donc sur un format, on va dire français et pas américain, puisque pour moi, il y a d'autres moyens aux États-Unis, notamment avec Image ou encore d'autres séries, d'autres micro-éditeurs où tu peux faire tes trucs en indépendant. Globalement, tu peux t'en passer en passant par du crowdfunding. Par contre, ça demande un travail, mais phénoménal derrière. Ouais, exactement. Et même que ton boulot d'auteur, quoi. C'est ça, mais même pendant, ça te demande un travail. Non, mais parce que pour que ça marche, faut avoir une force de frappe et de communication qui est justement l'équivalent de celle d'un éditeur. Exactement. Et non, ça je suis pas d'accord. On va pas dire l'équivalent parce que tu peux pas avoir un équivalent. C'est pas possible. Mais par contre, en effet, il faut quand même que donc tu aies ton projet d'une sur le marketing. Juste, je disais la force de frappe. Moi, je suis assez d'accord avec Essen pour le coup. Je dirais pas équivalent parce qu'après t'as pas forcément peut-être les mêmes objectifs de vente, etc. Enfin c'est différent, mais en effet, tu dois faire plusieurs métiers. Enfin, voilà, il y a pas de mystère. Tu dois savoir marketer ton projet, tu dois savoir faire en sorte communiquer, faire de relations presse, faire éventuellement des salons pour relayer de vive voix avec les pros du secteur. Enfin voilà, et puis savoir faire correctement une page web qui est un mini site, hein, donc c'est déjà, même si en soi l'interface est facile à faire, hein, mais c'est voilà, savoir organiser et bien présenter ton projet. Enfin voilà, il y a tout un volet marketing qui est costaud. Hein. Qui est costaud. D'ailleurs, en termes de temps, c'est vrai qu'Hassen le disait, en termes de temps, tu es non-stop sur ta campagne pendant le temps qu'elle dure. Tu ne fais que ça. Même quand elle est finie. C'est ça. Et après, tu continues. Quand elle est financée, il faut que tu continues. Parce que généralement, tu reçois pas ton bouquin une fois que c'est financé. Tu le reçois plusieurs mois après. Mais il faut parce que en effet, c'est vrai que comme tu le disais, Cap, tout à l'heure, on l'a pas précisé, mais si tu dépasses les 100%, eh bien, c'est assez. Le but, c'est quand même que ça dépasse les 100%. Puisque plus tu as d'argent, mieux tu te portes en général. Et l'idée, c'est donc à chaque fois d'offrir une contrepartie. Donc, pourquoi les gens vont te financer? Tu vas leur offrir une contrepartie qui va être évidemment ton bouquin. Hein, ça, c'est le truc de base. Ça va être, je sais pas, des posters, des cartes postales, des dessins originaux, des pins, Enfin voilà, ça peut être des toutes petites choses, et après quand tu arrives aux dessins originaux ou une partie de la cover originale, etc., c'est déjà un peu au-dessus, et plus tu vas passer des paliers, si tu vas arriver à 110, 120, 130, etc., bah, tu vas pouvoir te dire, voilà, si on passe à 120, on va faire, je sais pas, 20 pages en plus. Si on passe à 140, on va faire une couverture cartonnée. Enfin voilà, ça peut être. T'en as plein des systèmes. Vas-y, Essen, vas-y. Non. Mais j'allais dire qu'en fait c'est un peu là le piège, que t'es toujours obligé d'aller plus haut à chaque fois que t'avances en fait dans les paliers. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà. Et des fois on a l'impression que certains en fait sont allés trop haut, plus que ce qu'ils pouvaient faire au final. Alors t'as ça surtout pour la bande dessinée ou la musique, parce que par exemple t'as des financements participatifs pour par exemple des sacs à dos. Tu as une marque un mec qui fait des sacs à dos super classe. Globalement t'as 1 ou 2 paliers et ça s'arrête là. Parce que le mec il va pas aller après te faire le truc sur mesure pour ton dos qui est une légère inclinaison de 3,4 vertèbres, tu vois. C'est vraiment le cas pour les domaines artistiques. Et d'ailleurs, c'est souvent quand je parle pour le coup dans la BD, où c'est souvent quand un auteur promet quelque chose où il doit faire beaucoup de choses, et notamment, moi j'ai le cas de Maliki qui avait fait un Ulule qui a explosé. On a suivi ça avec ma femme un peu de loin, mais c'était incroyable. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Je pense que ça faisait facilement un taux de commande de ce qu'avaient des éditeurs, quoi. Sauf qu'en fait, il avait un palier où c'était je dessine
une dédicace d'un des chats à l'intérieur, quoi. Et comme il y a dû en avoir, je sais pas, 300, 400, voire même peut-être 500, et bah le pauvre, on le voyait après sur les réseaux sociaux en disant ah mais là c'est impossible quoi, 500. Du coup, tu finissais par voir des dédicaces où c'était des trucs simplifiés au final, parce qu'ils pouvaient pas faire des trucs de fou. Ouais, mais tu vois, ça pour moi c'est une des erreurs à pas faire. Bah ouais, voilà, c'est. Parce que... après, tu vois, après, ça dépend ce que tu veux, hein. Non, je te parle de la qualité du truc. Je dis pas le fait que le mec fait mais tu promets quelque chose, mec, tu le fais à fond. Faut y aller, moi, j'en ai fait un, c'était Paul Jenkins et Ramos, sur leur série, qui se passe, comment ça s'appelle? Qui se passe dans le milieu des contes de fées, en fait. Ils ont fait un truc avec les méchants. Voilà, Fairy Quest. Et en fait, le premier tome, les mecs, ils avaient fait avec un palier, ils te faisaient le truc à la dorure. Ils te faisaient le titre à la dorure et tout, avec le nom des gens à la dorure. Sauf qu'ils se sont pas rendus compte. Oui. Que ça coûte un bras. Bah oui, bien sûr. Et en fait, les mecs, ils l'ont dit dans le tome 2, en disant qu'ils leur reproposaient pas, parce qu'ils se sont pas rendus compte du coup. Et sauf qu'après, il a fallu le payer. Parce que là, tu fais, mais moi, j'ai commandé ce truc à la dorure. Je le veux. Et ça crie à mort ton budget. Et tu vois, il faut faire attention à ce qu'on propose, et c'est bien de proposer beaucoup. J'ai eu le 20th Century Tank Girl, le 21st Century Tank Girl, mais le machin, il est arrivé, c'était un carton rempli de goodies. J'avais 15 milliards, j'ai eu un ballon de plage, j'ai eu des cartes postales, des t-shirts, des posters, j'ai eu des écussons, des pits, enfin, je veux dire, tout, quoi. Mais, voilà, si tu promets, il faut faire. Et d'ailleurs, justement, quand on en discute avec Laurent Lefebvre dans un podcast, qui expliquait que lui, si cette fois dans son projet il n'a pas proposé ce genre de choses, c'est parce que justement c'était trop chronophage et que ça impliquait beaucoup de choses, et qu'en plus, là pour le coup, alors faut savoir que le Ulule de Laurent, c'est un truc incroyable, hein, il a déjà 1000 précommandes de son bouquin, donc là c'est hallucinant. Hein. Enfin, moi j'avais prévu que ça soit à peu près à ce niveau-là, je me disais que ça serait incroyable, c'est incroyable quoi. Mais il expliquait que justement lui, ce qu'il voulait surtout, c'était de faire vendre le bouquin, pas faire vendre une commission à travers un bouquin en fait. Donc voilà. Après, c'est marrant parce que il y a des moyens de gérer un peu ce truc-là, parce que on sait que ça fonctionne. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont participer à un Ulule, pas seulement pour le bouquin, mais aussi pour avoir des coms ou des choses comme ça. Le but, c'est d'avoir du goodies. Techniquement, moi, pour ce que j'ai fait, je sais pas pour vous, mais moi, pour ce que j'ai fait, le prix du bouquin était souvent un peu plus cher que ce que j'aurais pu l'acheter en libre. Tout à fait. Oui, moi aussi. Donc, généralement, ce que tu veux en contrepartie, c'est du goodies. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Après, il y a un bouquin à 35 €. Je parle pas goodies, je parle plus en termes de dessin, mais ouais, t'as peut-être raison. Le dessin, pour moi, c'est un goodies aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu veux le truc en plus. Ouais, ça dépend. Ouais, tu peux avoir soit le moment où tu donnes de l'argent en fait en mode soutien, ou soit vraiment en mode pour le goodies. Pour moi, il y a les deux qui peuvent coexister. Ouais, mais le soutien, généralement, tu mets 5 €, c'est pour avoir le PDF et basta. Ah non, moi j'ai déjà fait du soutien plus sur certains trucs. Ouais. Ah, moi, si je soutiens, c'est 1 ou 2 €, c'est pour dire you, mec, je suis avec toi. Par contre, quand je veux le truc, je mets pas genre 20 balles pour payer ça 20 balles alors que je pourrais le payer 15 en librairie. Ouais, ça c'est un peu le souci quoi. Mais faut en être conscient, c'est pour ça que souvent moi effectivement quand je prends un crowdfunding, je prends avec des trucs en plus quoi, histoire. En sachant que pour le moment beaucoup de crowdfunding français sont publiés par la suite. Bon, américains aussi d'ailleurs. Mais c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que le purement exclusif est assez rare. Ah, par contre, la question, c'est si le crowdfunding ne marchait pas, est-ce qu'il serait publié derrière? Et là, j'ai un doute. Non, c'est pas sûr. C'est ça le truc, c'est que aujourd'hui, c'est intéressant et pas intéressant, mais je trouve ça assez frappant, en tout cas, que il y a des éditeurs qui aujourd'hui vont repérer un succès en crowdfunding et vont le récupérer pour entre guillemets surfer sur le succès. C'est quand même assez étonnant. Et je pense ça date un petit peu même à The Infinite Loop évidemment. Donc quand ça a explosé sur Ulule, et ça a été récupéré par Glénat quoi, et ensuite aux États-Unis aussi. Donc. Ouais, mais c'est alors pour moi il faut voir ce qu'on appelle exploser. Clairement, tu vois, si Foxboy par exemple, je vais reprendre Foxboy parce qu'on sait qu'il a fait les 1000 préventes.
Ouais. Alors c'est pas 1000 acheteurs différents, puisque dedans il y a des librairies, donc il doit y avoir des lots, je suppose. Oui, il y a quelques packs. Ouais, et donc tu as des packs. Mais par exemple, le fait d'avoir une vente en librairie après, via un éditeur, donc comme pour Infinity Loop, c'est vraiment s'ouvrir le grand public. Oui, tout à 1000, fait. c'est sympa, mais c'est pas une grosse vente, c'est une petite vente, quoi. Oui, c'est ça. Oui, je suis absolument c'est d'accord. une très petite vente. Par contre, et je pense que c'est intelligent de la part des éditeurs, c'est que le crowdfunding permet, comme tu l'as dit, Fanny, sur Infinity Loop, de trouver le futur auteur de demain. Mm-hmm. Et tu vois, de pouvoir se dire, bah tiens, j'ai vu que ton truc avait marché, je te propose une plateforme plus importante, avec les contraintes que ça peut avoir, et que ça a d'ailleurs. Mais le crowdfunding permet aussi de se faire découvrir. Tout à fait, ouais. Bah, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui arrivent comme ça, mais alors, justement, t'es à la question, est-ce qu'aujourd'hui, le crowdfunding, c'est quelque chose de viable pour les éditeurs? Enfin, pour les auteurs, pardon. Ah oui. Pour moi, c'est trop tôt pour le dire. SN? Pareil, surtout qu'en plus, pour moi, il va y avoir plusieurs, pour moi, vraiment, avant d'arriver à la case crowdfunding, il y a déjà plusieurs années où déjà tu vas te faire connaître avant d'essayer de faire ça, déjà. Donc, pour moi, t'arrives pas directement à la case crowdfunding, donc. Bah, en tout cas, pour moi, tu peux si commencer directement. Pour moi, tu peux commencer, mais il faut que ton projet soit intéressant. Bah, faut qu'il soit, enfin, encore une fois, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début, mais il faut que tu sois bien entouré dans ces cas-là, parce que. Bien sûr. Te lancer comme ça alors que c'est ton premier projet et que bah fatalement tu connais pas grand monde, etc. et que bon, c'est quand même c'est possible, hein, mais c'est compliqué. Que tes amis t'aident, que ton truc soit bien fait. Enfin, moi j'ai fait du crowdfunding sur des projets. Je connaissais les mecs ni Dev ni Adam, c'est juste le projet m'a plu. Tu vois, je l'ai vu. Moi, je fais essentiellement du projet américain et sur Kickstarter, ça m'a moins maintenant parce que j'ai plus trop d'argent, mais à un moment donné, je regardais ce qui sortait. Tu vois, je prenais la liste, j'étais dans le secteur BD, je fais tiens ça. Ah ouais, tu faisais ça. Alors que moi, c'est vraiment si ça vient à moi, sinon c'est mort quoi. Non, moi je faisais une vraie recherche où je me dis tiens, ce projet m'intéresse, tiens celui-là m'intéresse pas, etc. J'ai pris un projet, je crois qu'il est sorti 10 ans après. En édition de Gail Simon et de qui s'appelle Living Megalopolis, qui est super génial. Ah oui. Alors si tu veux, Gail Simon était connue, mais ça faisait des années qu'elle avait rien fait. Je peux pas être sûr que ton truc va être bien. Mais voilà, j'avais envie, le pitch me plaisait, et j'ai fait d'autres mecs qui sont complètement inconnus, et je suis très content de les avoir fait. Après, moi, tu vois, quand je vois ce genre de système, le crowdfunding, effectivement, quand tu vois les chiffres et tout, finalement, tu te rends compte que 1000, c'est incroyable, hein. Enfin, moi, je trouve ça fou, mais dans le monde de l'édition, 1000, globalement, c'est peanuts. C'est rien, quoi. C'est pour ça que j'ai quand même un gros doute à savoir, est-ce que c'est quelque chose de viable ou pas. Alors après, il faudrait peut-être en parler plus en profondeur avec des gens qui font du crowdfunding, genre GL Mas qui est sur le chat, mais est-ce que le fait de faire un crowdfunding qui a du succès, tu gagnes réellement de l'argent? Sûrement peu, quoi, mais j'ai un gros doute, quoi. J'ai plus l'impression que... Moi, je pense surtout que... Je sais pas, quoi. Et tu gagnes sur un crowdfunding, mais est-ce qu'on connaît, je veux dire, des auteurs, et là je parle d'auteurs, qui ont fait 3, 4, 5, 6, 7 crowdfunding qui arrivent à en vivre? Non. Bah non, justement. Non, alors non. peut-être que Laurent Lefebvre est justement quelque chose qui... il a l'air de pouvoir en vivre aujourd'hui, hein. Enfin, mais c'est son premier. Il a l'air. En crowdfunding, mais c'est pas sa première BD, ouais. Oui, mais c'est son premier crowdfunding. Enfin, deuxième, parce qu'il a fait son artbook aussi. Et attention, le cas de Laurent Lefebvre, c'est un peu différent, parce qu'il passe par un éditeur, hein, quand même. C'est ça, il y a beaucoup de crowdfunding dont tu avais donné dans tes exemples au début, qui, pour moi, étaient justement des cas d'éditeurs. En France? Ouais. Aux États-Unis? En France, oui. Non, là, clairement, dans les exemples du tout début, en fait. Oui, tout à fait. Mais après, il faut voir que la concurrence est rude. Alan Moore fait du crowdfunding. Oui. Cinéma Purgatory, c'était du crowdfunding. Je l'ai acheté en crowdfunding. Je l'ai acheté en me disant, le truc sortira jamais ailleurs. Il faut que je l'aie. Perdu. J'ai fait des courses, je me suis fait 40. En plus, c'est mauvais. Voilà. Mais... Mauvais. Hein. Bah, en anglais, franchement, c'est une tannée. Hein. Ah ouais? C'est Hardcore du Nord. Ah ouais. Ouais, j'avais lu que le premier numéro, mais c'est du lillois, hein. J'ai cru que c'était Fanny qui parlait en ch'ti.
C'est bizarre, j'en avais un plutôt bon souvenir sur le premier, en tout cas. Bah, je te filerai l'album si tu veux. Enfin, je te le prêterai. je le garde quand même. Ouais, quand même. Mais après, tu vois, c'est difficile pour moi. Enfin, pardon, je trouve que c'est difficile du coup pour de jeunes auteurs, même des auteurs comme Laurent Lefebvre qui est installé, qui a une fanbase. Faut pas se leurrer. Ah bah clairement. Le mec a une grosse fanbase. De pouvoir concurrencer quand t'as des trucs sur Steve Ditko qui sort, quand t'as des trucs de Gail Simon, quand t'as des trucs de Jenkins, Ramos, Moore, enfin je veux dire, waouh quoi. À côté t'as du monstre sacré du comics et les mecs font coucou, moi je suis crowdfunding. Moi j'ai du Silvestri en crowdfunding, on a fait. Silvestri? Oui. Le volume 3 de Cyberforce est sorti en crowdfunding. Je les ai intégralement en noir et blanc avec couverture exclusive de Silvestri. Ça c'est cool ça. Le tout dessiné par Silvestri, dédicacé. Ah ouais. Mais et tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a pas coûté super cher. Mais par contre, putain, tu vois, si je prends Silvestri, je prends pas un Lefebvre. Tu vois, tu me mets en face des deux. Je suis mec, Laurent Lefebvre, je suis sympa, c'est cool, mais Silvestri quoi mec. Ouais mais Laurent Lefebvre c'est plus à échelle française quoi. Silvestri là tu vas dans le truc c'est ouais énorme. Alors là aujourd'hui tu prends un auteur type Lefebvre en version anglaise, tu vois ce que je veux dire, même avec une face base assez costaud, quand t'as du gros power en face c'est compliqué quoi. Bah après tu vois t'en as où je prends, alors là je parle plus de comics, je parle de BD franco-belge, mais en BD franco-belge par exemple Maliki avec son crowdfunding, lui je pense que il s'est généré vraiment beaucoup d'argent quoi, et clairement il montre que bah lui il a pas forcément besoin d'éditeur parce que lui ça avait explosé, c'était un truc je sais plus si ça devait être 3-4 000 BD, enfin un truc de dingue quoi, tu voyais des photos avec des paquets dans tous les sens chez eux, c'était hallucinant. Peut-être que si tu vois, tu prends ce niveau-là de franco-belge, de gars connu, là, t'as peut-être moyen de t'en passer en fin de compte. T'es obligé d'avoir ce fameux grand réseau que tu t'es fait avec des productions précédentes, soit via blog. C'est des gens connus. Tout à fait. Et puis, Souillon, il passe aussi par d'autres moyens pour continuer à se faire financer. Il a un Tipeee. Il a un Tipeee, ouais. Il a un Tipeee. Je sais pas ce que c'est un Tipeee. Alors, c'est un truc pour donner, en fait, c'est un peu comme Patreon. En fait, c'est une plateforme où tu donnes de l'argent par mois. C'est ça. Il y a aussi une boutique qui est le mec se fait financer, quoi. Ah ouais. Donc, mais va voir, hein, son Tipeee. Il est énorme, hein. Voilà. Non, mais ça, par contre, tu vois, c'est le genre de truc, mais, mec, va te trouver un boulot, quoi. Je suis pas là pour te financer. Bah ouais, mais bon. Il a aussi une boutique aussi, où ils vendent pas mal de petits goodies et de petits trucs. Je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, le jour où Loisel, il décide de faire un crowdfunding, tu peux être sûr que le machin, il surcartonne. Je veux dire, Loisel, quoi. Les mecs, ils vont tous courir pour aller l'acheter. Après, est-ce que Loisel, s'il va faire un crowdfunding une fois, quoi. Et pourquoi pas? Alan Moore en a bien fait. Ah oui. Pourtant que c'est le mec qui en aurait pas besoin, quoi. Après, la question que je me pose, c'est que aujourd'hui, quand même, quand tu vois tous les auteurs qui, je te parle américains comme français, hein, tous les grands auteurs, je sais pas, je te dis n'importe quoi, Remender aujourd'hui, hein, parce que un grand auteur pour moi ça reste toute proportion gardée quoi, mais qui continue chez Image Comics alors qu'il pourrait encore se passer de ce type de structure et faire l'auto-édition. Bah, mais parce que je te dis parce que pas compte de la masse de travail. Non mais justement quand t'es chez Image, t'es peinard. Tout à fait. Et c'est pour ça que, non, mais là, tu me donnes encore des choses par rapport à mon côté, parce que moi, je pense que c'est pas possible. Mais si aujourd'hui, on estime que quelqu'un d'extrêmement connu fait du crowdfunding et suffirait pour lui pour marcher, en fait, on se rend compte que aujourd'hui, quasiment personne le fait. Ils le font pour leur plaisir parfois, une fois, par-ci par-là, mais globalement, ils le font pas. Et si parce que ça demande énormément d'investissement. Et je pense que c'est là où t'as le gros boulot de l'éditeur, quoi. C'est que tu vois que toute la plateforme et la structure qui est autour, qui les sert à les entourer, que ce soit l'impression et tout ça. Non, mais là, c'est du publishing, c'est pas de l'édit. Oui, mais ça fait partie de l'édition au sens global du truc, tu vois. Ah oui, mais, il faut bien voir que, je sais plus qui l'avait dit, en étant sorti de ce crowdfunding, que le mec était sorti sur les rotules. Le gars, il en pouvait plus. Parce que tu alimentes, tu fais de la com en quasi permanence pendant 1 à 2 mois en fonction du temps que tu mets pour pour avoir ta cagnotte.
il faut que tu commences à bosser, mais pas trop, parce qu'on sait jamais si ça marche pas. Voilà. Il faut que tu puisses après prendre suffisamment après il faut que tu aies un timing qui soit suffisamment long pour que tu arrives à faire le boulot sans que ça soit trop long non plus. Le bouquin qui a un temps 1 an et demi, c'est trop long. Il faut que ça soit 6 mois, 1 an grand max. Et après, mais tu dois faire, publier, corriger, trouver l'imprimeur, livrer, rien que la livraison à chaque personne. C'est un sacré boulot. Hein. C'est un boulot, c'est 4 semaines à temps plein, juste de la livraison. Juste tu mets dans les colis, tu mets tous les trucs, tu te plantes pas, tu vas peser, tu mets à la bonne adresse, etc. C'est rien que ça, c'est un taf monstrueux et c'est globalement 1 mois de ta vie, à temps plein. Et tu fais que ça. 7 jours sur 7, pas 5. Donc ouais. Quand tu fais de la BD, tu fais de la BD. T'as pas nécessairement l'envie de t'embarquer à faire 15 milliards de trucs à côté qui sont pas le boulot. Voilà pourquoi des plateformes comme Image fonctionnent très bien, a de très bons auteurs. Voilà pourquoi Brubaker, quand il a fait moi je me casse, je retourne faire ce que j'ai envie avec Sean Phillips, il est allé chez Image, il a fait bonjour, les mecs ont fait coucou, il a pas d'éditeur, il fait ce qu'il veut. Et puis Image fait la com pour lui et le mec il est peinard, il arrive, il rend le truc, il fait voilà, ça c'est le projet, merci de le publier pour telle date et c'est réglé, ça va pas plus loin. Et justement je trouve que c'est ça qui montre aussi la puissance de ce que peut être un éditeur, c'est que il est pas forcément là pour te brider, enfin ça dépend de certains, mais qu'il est aussi là pour apporter des choses qui sont vraiment hyper utiles quoi. Et notamment le marketing, la distribution, vas-y Essen. Clairement l'éditeur il a une expertise qui est irremplaçable. C'est toute l'expérience qui est ramassée de dizaines d'expériences de publication. Même si jamais l'auteur, on va dire, ferait tout ça, en fait, il aurait l'expérience d'un éditeur à la fin de sa carrière. Si jamais il avait publié lui-même tous ces trucs, c'est incomparable. En plus, il faut voir que le côté où le vilain éditeur, où il est pas beau. C'est une mauvaise vision du métier d'éditeur. C'est une vision généralement d'une société et c'est une vision de fan parce qu'il ne donne pas ce que veut la personne. Généralement, on dit les éditeurs sont mauvais, Marvel, les éditeurs sont mauvais, DC. Sauf que là, on parle d'une maison globale. On parle d'un mec de l'éditeur en chef qui chapeaute 50, une soixantaine de séries et qui globalement fait confiance en fait. On est dans une structure pyramidale qui est propre à n'importe quelle société où en fait l'éditeur en chef, ça va être juste l'équivalent dans une boîte d'un directeur marketing ou d'un PDG. Il chapeaute et il y a des mecs en dessous qui surchapeautent, etc. Il prend peut-être des mauvaises décisions, mais on parle d'une société, on parle pas du métier d'éditeur. Or, dans la mentalité des gens, l'éditeur pas bon, elle est fausse, puisque c'est la maison globale. Ou Glénat, c'est un mauvais éditeur. Non, pas nécessairement. Il y a de très bons éditeurs à Glénat. Par contre, est-ce que la maison d'édition en tant que telle est bonne ? Non, je pense pas. Il y a plein de défauts, il y a plein de trucs. Tout à fait. Alors bon, on a fait tout un gros truc quand même sur l'auto-édition. Alors après, alors c'est là où j'ai un peu du mal, j'ai essayé un peu de chercher de mon côté, mais j'ai beaucoup de mal à trouver. Alors du coup, Cap, tu pourrais peut-être nous aider. Est-ce qu'il existe du coup d'autres moyens d'auto-édition ? Alors moi j'en connais un peu, parce que je connais par exemple le Drink and Draw de Paris sur lequel des fois ils font des sketchbooks et tout. Donc là c'est vraiment autofinancé par leur poche. Ils font leur propre maquette InDesign tout seul. C'est de l'auto-édition ça. Là on est dans l'auto-édition pure. Ouais, c'est ça. Mais... Ouais, le crowdfunding c'est de l'auto-édition pure. C'est juste qu'en fait t'avances pas le pognon. C'est la seule différence. C'est ça. Ouais. Mais maintenant, on a d'autres cas où on a les auteurs qui qui s'autofinancent eux-mêmes, et donc le meilleur moyen pour le voir, c'est d'aller discuter un peu avec eux dans des salons ou dans des rassemblements entre guillemets. Ouais. Et puis après, voilà. Alors, j'aime bien quand tu dis rassemblement. Oui, des rassemblements d'auteurs. On dirait des trucs un peu cachés, tu sais. Là, quand je parle notamment des Drink and Draw, si vous êtes dessinateur ou pas d'ailleurs, vous pouvez y aller, c'est tous les mercredis soirs sur Paris, à Saint-Michel. Mais là c'est pour se faire connaître. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on parle d'auteur de BD ou d'illustrateur? C'est pas, encore une fois, c'est pas la même chose. Non, là je te parle de BD.
par exemple, on a quelqu'un qui s'appelle Entosha, enfin on a quelqu'un. Dans Adrigredo, il y a Entosha qui est un artiste et qui a aussi fait sa propre BD en auto-édition et qui, grâce au bouche à oreille, s'est mise à bien fonctionner, mais à son échelle, quoi. C'est-à-dire qu'il a dû réimprimer 3 fois le truc. Enfin voilà, quoi. Là, je te parle vraiment de BD, quoi. En auteur de BD, je pense qu'il y a les Patreon et leur équivalent dont vous avez cité tout à l'heure, où là, en fait, ça revient un peu à la même chose que du crowdfunding, mais c'est différent puisque là, on paye régulièrement en fait quelqu'un pour faire son boulot. Ce que je trouve un peu abusé en fait comme système. J'aime pas le système d'assistanat que ça provoque. Moi au contraire, moi j'aime bien. C'est vraiment très intéressant parce que du coup, tu vas décider de soutenir un artiste que tu aimes, même si tu vas pas forcément acheter tous ses bouquins, ou enfin je dis bouquins mais ça peut être autre chose, et du coup tu vas vraiment soutenir en tant que mécène. Là on revient vraiment à la notion de mécène au sens premier. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que là tu vas décider de soutenir un artiste et pas acheter une œuvre en avant-première et donc soutenir l'artiste, mais tu vois, après c'est le même principe, tu as des contreparties aussi, mais c'est très différent, c'est plus des petites choses et ça ne va pas prendre toute l'énergie de quelqu'un pour faire une campagne, un pointé, et voilà. Et non, là, parce que je suis quelqu'un sur le long terme en fait. Ouais, et en fait c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Ouais, et surtout t'es pas obligé en fait de le faire finalement sur le long terme, puisque du coup tu peux mettre juste une fois et décider de ne pas renouveler. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais j'aime bien que tu utilises le mot mécénat, Fanny, puisque c'est quelque chose qui a complètement disparu en fait de notre société. Exactement. Ou qui se fait quasiment plus. Enfin, t'as quelques mécénats pour des artistes très très doués, mais dans des domaines qui nous intéressent globalement peu. Type peinture, etc. Et du coup, je trouve effectivement le côté mécène, je trouve ça bien, mais je sais pas. Peut-être parce que les Patreons que j'ai vus, j'ai eu l'impression que c'était des gens qui en fait faisaient de l'assistance. Oui, enfin, c'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai jamais trouvé que youtubeur c'était un vrai métier. C'est horrible, je sais que c'est pas forcément ce que tout le monde pense, surtout maintenant. Mais pour moi, youtubeur c'est pas un vrai bâtard. Enfin voilà, c'est certains ont. Désolé SN. Non, mais tu vois bien que je diversifie. Non, mais, je veux dire. Je te glisserai le chèque. Merci. Enfin, tu peux avoir un talent. Enfin, je veux dire, t'en as certains ont des talents. Cyprien, etc. ont un talent comique. J'ai du mal à le voir, mais je veux bien le reconnaître qu'il y en a. Un talent de communicant, mais aussi. Ouais. Mais en fait, tu vois, il y a une majorité de gens en fait qui font des vidéos YouTube et qui utilisent un Patreon parce que globalement leurs vidéos ne monétisent pas assez. Parce que la concurrence est rude. Ouais, et puis le marché de la pub, du coup, en conséquence, est tombé puisque la concurrence est rude. Il y a énormément de trucs. Et puis attends, YouTube favorise pas non plus. C'est pas par rapport à leur contenu uniquement non plus. Bref, du coup, je trouve que c'est assister des gens qui pourraient faire en fait autre chose, surtout que globalement, il n'y a pas que YouTube, il y a d'autres moyens encore d'expression. Je trouve que pour ça, la musique est plutôt cool. Parce que tu peux mettre plus facilement sur plein de plateformes, etc. Ça te rapporte pas forcément de l'argent, mais beaucoup de ça peut apporter de la notoriété si ça marche bien. C'est pas alors justement, c'est marrant parce que tu parles de YouTube, etc., du Patreon, et ça nous amène à devenir à se poser une autre question. Je parle du Patreon parce que je le connais via YouTube. Moi c'est ce que j'allais dire. Moi par exemple, je le connais. Le premier que j'ai vu, c'était la femme de Neil Gaiman. Donc je connaissais pas sa carrière. Au début, en fait, je la connaissais juste, je suis allée voir qui c'était sa femme, tout simplement. Et en fait, c'est Amanda. Tu voulais savoir si tu pouvais la remplacer? Non, pas spécialement. Pas spécialement, non. J'étais curieuse sur la vie de ce cher Neil, tout simplement. Mais donc Amanda Palmer, qui est une musicienne que j'aime beaucoup maintenant, et en fait, elle a un Patreon et c'est vraiment. Je vous invite à aller le voir parce que c'est assez intéressant. Elle s'est vraiment utilisée à fond, je trouve,
les possibilités de cet outil-là et je pense pas que tu aies l'impression d'être volé quand tu vois ce qu'elle fait. Et en fait, ça lui a permis notamment de diversifier ses activités. Notamment, elle a écrit aussi, elle a fait un livre de photos. Enfin voilà. Ah, mais c'est pareil qu'il fait des vidéos de présentation avec les cartons. Avec des cartons. Je ne sais pas du tout. Ça fait un moment que je suis pas allée voir. Amanda Palmer is creating with no intermission, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Oui. Ah, mais j'ai déjà vu son Patreon et du coup, en tout cas, ce qu'elle fait m'a beaucoup intéressé. Mais effectivement, j'ai découvert en regardant ce que faisaient les gens sur Patreon. D'accord. Voilà, je trouve que au-delà de peut-être des exemples que tu as vus qui ne t'ont pas convaincu, il y a d'autres choses qui existent et je pense qu'en fait, pour l'instant, c'est un peu nouveau encore. C'est encore un petit peu, il y a peu de gens qui connaissent finalement ça, mis à part justement on va financer des youtubeurs. Et c'est intéressant en fait ce qu'elle fait. Après il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas, mais ce qu'elle fait c'est intéressant parce que du coup là on se rapproche réellement du mécénat parce que on va pousser un artiste à aller plus loin dans son art et elle a pas la pression de devoir faire absolument l'album comme celui qui a marché la fois dernière. Elle fait ce qu'elle veut. Et si ça plaît pas, les gens retirent leur financement ou quoi, mais en soi c'est pas la catastrophe. Elle fait d'autres choses, elle se diversifie, etc. Et je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour aussi des créateurs en comics parce que justement là ils ont aussi peut-être moins la pression de faire des choses qui vont fonctionner absolument machin et plus voilà, je vais faire mon art au sens premier et puis si ça plaît, voilà, on va me soutenir moi et pas le dernier bouquin. Enfin, c'est une autre démarche que je trouve vraiment intéressante et je pense qu'il y a vraiment de l'avenir là-dedans. Et moi là, le chose dont on parle, c'est notamment des systèmes de streaming aujourd'hui, notamment de Twitch. Et je vous invite à regarder un peu parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent à s'y mettre. Alors celui qui a vraiment démocratisé, qui a disons un peu amené le truc sur le réseau, c'est notamment Jim Lee que j'ai suivi depuis très longtemps, que je suis toujours d'ailleurs, même si aujourd'hui c'est un peu complètement arrêté au niveau du Twitch. Jim Lee. Ah, Jim Lee, pardon, tu connais pas, c'est un petit auteur de... Oui, c'est ça. C'est un asiatique, c'est ça? Ah, je crois, ouais. Ouais, mais comme les lits. Et en gros, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les dimanches, il streamait, il faisait 2 dessins, et des fois, il finissait des planches. Et en gros, tu voyais les gens qui, alors planches. tu pouvais avoir, oui, des fois ils finissaient des planches, des fois ils faisaient des covers, et des fois ils faisaient des dessins qui faisaient gagner au tirage au sort, et à la fin ils faisaient un dessin qu'ils faisaient en vente en enchère. Je peux te dire que ça partait à 5-6K tranquillou bilou. Attends, c'est Ghibli quoi. Ouais, c'est clair, mais bon. Je veux dire. Ouais, bien sûr. Le gars, une fois il le vendait à 4,2 kilos, tu vois. Il faisait la gueule, quoi. Alors qu'il il l'avait fait en 40 minutes, quoi. Il faisait la gueule. Tu disais, c'est tout. Oh, bof, quoi. et en gros, il dessinait, et il l'expliquait. C'est-à-dire, c'était hyper intéressant. Enfin, c'est toujours hyper intéressant. C'est-à-dire que tu lui posais des questions sur le chat. Bon, le problème, c'est que Jim Lee, c'est qu'il y a 3-4 000 personnes. Donc, les questions, ça va vite, quoi. Mais, il tombe sur la tienne, quoi. Voilà, il tombe sur la question. Par exemple, comment tu fais pour dessiner les mains? Et puis, hop, il s'arrête, il t'explique et tout. C'est hyper intéressant, franchement. En plus, il est super sympa, le gars. Et vraiment, c'est hyper cool. Et du coup, comment il faisait pour en vivre? Alors, d'une part, il y avait ces fameuses enchères secrètes qui finissaient à $5,000, donc ça va, tranquille. Mais en plus, t'avais un système d'abonnement avec différents paliers qui donnaient de l'argent en fait à l'artiste. Et puis tu peux aussi faire des dons pendant le stream et tout. Oui, c'est ça. Alors, pour Jim Lee, c'est un truc qui est assez énorme. Il y avait des milliers de personnes. Il a même créé un Discord à côté où on discute et tout. C'est hyper intéressant. Mais après, quand tu vas regarder derrière, il y a aussi plein d'artistes qui commencent à se faire ça et tout, à dessiner en fait. Et puis discuter avec les gens, ils montrent et puis ils reçoivent de l'argent comme ça parce que eux ils montrent leur art et tout et c'est hyper intéressant. Alors pareil, est-ce que c'est viable? Aujourd'hui, je pense que c'est plus un complément qu'autre chose, hein. Ouais. Surtout quand t'es un passionné, mais pour Jim Lee, le complément c'était au minimum 20 € par mois, quoi. Bon, pour lui c'est des broutilles, hein, mais 20 € c'est quand même pas dégueu, quoi, tu vois.
Donc t'as des systèmes comme ça qui sont hyper intéressants, quoi. Et notamment le streaming, c'est un truc en ce moment qui commence à monter. Je pense qu'en France on n'y est pas encore, mais ça va bientôt arriver, je pense. Même si des Maliki le font déjà, hein. Et qui marche surtout avec les Tipeee et tout. En fait, Tipeee, c'est une version française de Patreon, Cab, pour t'expliquer. Enfin, pour remettre les choses dans le contexte. Donc voilà, quoi. Donc vraiment, c'est un autre système qui marche, mais pareil, hein, c'est pour moi aujourd'hui, c'est plus du complément qu'autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Saint Graal, moi qui suis un féru chercheur de commission entre guillemets, aujourd'hui je vois plein d'artistes, et notamment des gros artistes genre Chris Bacalo, tu vois, des choses comme ça, qui ont des sites, tu vois, ils ont leur propre site où tous les mois ils balancent, enfin même pas tous les mois, ça fait un moment, toutes les 2 semaines qu'ils balancent. Oui, ça fait un petit moment, mais qui balancent, je sais pas moi, 10 dessins avec minimum $200, ça peut monter jusqu'à $400-500. Et je vous jure, les dessins, ils partent en 4 minutes chrono. C'est un truc de dingue. Alors, déjà, t'excites pas, hein? Je te sens la pression qui monte, tu commences à monter dans ta voix de cresson, là, ça monte trop. Bon. C'est souvent ça quand tu parles de commission, ça mais je veux dire, alors, d'une, c'est pas une nouveauté, hein, ça existe depuis belle lurette. Deux, pour moi, on est plus sur faire du comics. Alors, oui et non, parce que non, souvent... une commission, mec, c'est un dessin. À côté. Hein. Non, mais c'est pas la même chose. Non, mais il y a pas que des commissions. Il y a aussi des planches. Ouais, mais attendez. Et il y a souvent c'est de la vente de planches. Il y a souvent des planches non publiées aussi, ce qui est intéressant. Ouais, mais attendez, moi il y a un truc que quand même, j'aimerais bien en parler, c'est que là on parle de est-ce que comment on peut se passer d'un éditeur. On a parlé du début qui est d'argent. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment important de dire aussi qu'il y a des manières de faire de l'argent sans forcément vendre son bouquin proprement dit pour financer derrière une impression correcte de son bouquin, etc. Le fait de pouvoir travailler pendant X temps sur ce bouquin. Hein, parce que pendant que tu fais ça, tu fais pas autre chose, donc t'es pas payé. Donc pour moi, ça vaut le coup d'en parler de ce genre de choses, parce que si jamais tu vas faire ça et que tu t'en sors un petit peu avec de 1 un Patreon, de 2 des lives sur Twitch, de 3 tu vas faire des commissions sur un week-end, sur un salon, etc. Tout ça, c'est ça aussi qui va te permettre de gagner assez d'argent pour pouvoir travailler tranquille sur ton projet sans avoir à te soucier de payer ton loyer accessoirement, vivre, et voilà. Et ensuite, ça c'est aussi, ça fait partie de l'auto-édition. Mais c'est aussi autant de temps que tu passeras pas à travailler sur ton projet. Pour en avoir encore discuté avec un auteur vendredi, les mecs ils vont en salon, ils sont là, ils sont contents, ils vont en salon régulièrement, sauf qu'à côté ils bossent pas. Et c'est pas payé. Et c'est pas payé. Autant les alors en France techniquement il y a une charte, hein. Il y a la charte des auteurs qui fait que n'existe pas toujours. Non. Si elle existe, c'est juste qu'elle n'est jamais respectée. Voilà, c'est respecté qu'elle est pas. Oui, c'est juste qu'elle n'est pas respectée par les auteurs autant que par les organisateurs de salons. Les deux. Sache-le. Oui. Et quand tu vois, je dirais pas, mais il y a un mec qui a accepté une très bonne BD d'ailleurs qui vient de sortir, 9000 boules pour 1 an et demi de travail où il va faire que ça et des salons gratuits. Ah ouais. Voilà. C'est compliqué derrière après si tu veux les salons. Moi je. Non mais alors attention. Là on parle pas de la même chose. Non, on parle pas de la même chose. Là moi la manière dont moi je présentais les choses, c'est que c'est un gars qui va ou une nana d'ailleurs qui va avoir un projet et qui du coup va faire on va dire un week-end tous les 2 mois, un week-end par mois. Allez, on va dire un week-end par mois. Et je veux dire, le gars, il y va, quoi, tu vois. Un week-end par mois, il va sacrifier ça, donc, malheureusement, sur sa vie pour gagner de l'argent. Après, tu peux quand même gagner de l'argent hein, quand tu vas à un salon, si tu es dessinateur. Scénariste, c'est autre chose. Mais si tu es dessinateur, voilà. Ah oui, non, tu gagnes rien. Mais tu vois, c'est de ça dont je parlais, moi. Tu as moyen. Il faut arriver à te rembourser dans tes frais.
parce que tous les salons payent pas. Bon, si généralement ils te payent l'hôtel et l'hébergement, mais j'ai vu des salons qui le faisaient. Ah oui. Après, moi, si tu payes ta table, le fait pas du tout. Hein. Ouais, en fait, si tu payes ta table, eh ben ils te payent pas l'hébergement, etc. Tu vois. Bon, après, ça dépend de qui. Hein. Mais globalement, si on met hormis les stars, en fait, tu te démerdes quoi. Sérieux? Non, en tout cas, exagère pas. En comics, je suis pas d'accord avec toi. En comics, hormis les stars, alors je te dis hormis les stars. En franco-belge, c'est l'inverse, t'es invité. Non, par contre, Blacky t'exagère à mort. Qu'est-ce que t'appelles star? Parce que franchement, moi, avec l'expérience du LCF et RCF, on n'avait pas beaucoup de stars, hein, évidemment. On est un tout petit salon, hein, donc non, quasiment tout le monde était. Enfin, c'est-à-dire que tous les invités qu'on avait, on leur payait le logement, la bouffe, machin, tout ça. Si tu prends ta table, là, non. Et encore, je veux dire, tu venais bouffer avec nous, hein, on te faisait pas payer. Enfin. Oui, mais alors si je te prends le cas d'un Paris Manga, par exemple, qu'est-ce que t'appelles quasiment ta tout le monde. Bah, en fait, tu payes la table. Tu payes ta table. Tu payes un espace. Tu t'invites, en gros. Bah, c'est-à-dire que. Non, en gros, tu payes un espace sur lequel tu vas proposer des commissions ou des trucs comme ça. Ouais. Mais généralement, un salon invite un auteur. Eh ben, alors, il y a pas... non, en fait, tu as deux types d'occupations. Tu as, admettons, tu vois, pour le LCF, RCF, on avait, selon les années, entre, on va dire une trentaine, parce que ça dépend des années, donc on va faire une moyenne. On avait, on va dire, une trentaine d'invités. Voilà. Après, par contre, il y avait ceux qui voulaient pouvaient prendre une table, donc payer pour venir vendre leurs dessins, en gros, et être là. Alors, tout simplement, on pouvait inviter que 30 personnes, mais après, alors souvent c'était des locaux, hein, tu vois, c'est pas, je veux dire, souvent c'est des illustrateurs en fait, plus que des gens qui sont déjà dans le métier. Mais après, tu peux avoir des gens déjà dans le métier, mais qui sont pas encore très très connus, on va dire, qui vont payer leur table. Bon, là, je parle plus de Comic-Con et compagnie, tu vois, mais mais il y en a beaucoup, beaucoup en fait. Matt qui organise un salon à Amiens dit que l'artiste soit il est invité, soit il est exposant. Et par exemple à Paris Manga, je me suis retrouvé devant Pascal Ferry qui lui comprenait pas que il devait payer sa table et tout. Il était hyper surpris du système, qu'il fallait faire des commissions du coup pour se rembourser sa table au minimum, tu vois. Et du coup pour en discuter parce que ça marche pas, non, parce que c'est très nouveau entre guillemets, puisque visiblement ça a l'air d'être instauré, mais c'est pas le cas de 90% des salons. Un salon de bande dessinée traditionnelle, un auteur il vient pas en disant coucou, je viens prendre une table et puis je la paye. Ah oui, moi je parle uniquement de comics. Ah, on parle de comics. Alors, on n'est pas les GG BD franco-belges. C'est ça. Non, mais je peux comprendre que du coup, un auteur français, même sur un salon comics, soit surpris. Alors, petite correction, Matt, il s'occupe du salon du Mans, pas de Amiens, autant pour moi. C'est la même bled. C'est pas au même endroit, quand même. Oui. C'est la même campagne. Je rigole, évidemment. Ouais. Mais oui, non, mais franchement, les salons comics marchent beaucoup comme ça. D'accord. Non, mais je fais quasiment pas salon comics, il y a que des gens inconnus là-dedans. Le jour où vous ferez venir du gros ricain, ça m'intéressera, mais. Non, mais tu vois, après, ceux qui prennent des tables, encore une fois, et qui doivent payer pour leur table, ce sont des gens qui n'ont même pas forcément une BD de sortie, ou alors une, et puis voilà, c'est vraiment de l'auto-édition qui n'a pas été reliée par les éditeurs, qui a pas forcément décollé, etc. Je veux dire, à partir du moment où, je veux dire, les plus des 3/4, ce sont des gens invités, ce sont des gens qui sont intéressants, tu vois. Je vois, ok. Tu vois, pour une Comic-Con Paris, je sais pas si tous ceux qui sont entre guillemets invités ont une table gratuite. Tu vois, mais vraiment la question se pose. Je ne sais pas. Enfin bon, là n'est pas la question. On a fait quand même un gros sujet là, mine de rien. Mais bon, n'empêche, on pourrait se poser la question. Justement, moi, quand je dis, alors je vous rappelle que le sujet, c'est les auteurs de comics ont-ils encore besoin des éditeurs? Alors peut-être que dans le cas de ces artistes-là qui vendent leurs commissions et tout, justement,
la manière pour être indépendant dans le cas où je parle, c'est justement de renoncer dans l'instant d'être des auteurs de comics et de devenir juste des illustrateurs, tu vois. Et dans ce cas-là, effectivement, j'en vois beaucoup qui génèrent pas mal d'argent pour vivre. Ouais, mais là, on sort un peu du cadre. Recadrons un peu le débat. Non, puisque ça reste des auteurs de BD historiquement parlant, mais toujours est-il que là, dans ce contexte-là, ils viennent illustrateurs et non auteurs. C'est plus un auteur de BD, c'est un illustrateur, ce qui est pas le même métier. Oui. Je suis désolé. Historiquement. Ouais, mais enfin. Ça peut être entre deux projets BD. Historiquement. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça entre deux, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu peux faire en fait, c'est c'est ce que disait Fanny tout à l'heure. C'est du à côté, c'est du plus. C'est ça. Mais je suis d'accord avec ta définition, Cab, et enfin mon côté intégriste des mots veut aller dans ton sens, mais je comprends parfaitement ce que disent Fanny et Blacky en fait. Que dans le contexte de se financer et de voir comment est-ce qu'on pourrait se financer à côté. Oui, mais dans la réflexion passe. Et je suis d'accord avec toi. Cependant, Blacky vient de finir où le mec en disant que les gars faisaient plus que ça. Et là, je te dis qu'à ce moment-là, tu changes de sujet. Si c'est effectivement, tu vois, du Patreon, du Twitch, etc., pour alimenter un peu la cagnotte, parce qu'un album, ça prend un an et demi à faire, en tout cas en France, parce qu'on est un peu lent. Voilà, je peux comprendre. Oui, bien sûr, c'est normal. Non, mais je suis assez d'accord que, étymologiquement parlant, effectivement, tu changes de métier. Je suis d'accord avec toi. Je ne conteste pas ça. Après, est-ce que c'est pas aussi la manière de s'en sortir, justement, c'est d'être assez agile pour faire des choses très différentes, selon la période, de savoir évoluer pour faire d'autres choses temporairement, pour ensuite revenir avec un projet bien solide, etc. et pouvoir justement faire de l'auto-édition. Ouais, mais après, globalement, c'est encore une fois, plus tu deviens connu, et plus tu peux faire ce genre de choses, et après tu fais moins en moins d'albums de BD, en tout cas quand tu veux, et tu vends quoi. Tu vends tes dessins à côté. Je veux dire, moi, quand on me dit une BD, un dessin part à 50 000 balles, je me dis mais putain, tu fais ça. Enfin, un auteur de BD pour un album touche pas 50 000 balles, ça se saurait. Ah bah non, bien sûr. Donc t'es tranquille, hein. Tu vends un dessin, tu fais voilà, j'ai fait 50 000. C'est parce que t'as le côté unique du dessin, tu vois. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais tu as aussi la notoriété. Moi, je fais un dessin unique. Je le vends pas 50K, hein. Je suis même pas sûr de le vendre 5 centimes. Ou alors un ami, peut-être, pour se foutre de ma gueule, mais. Faut une certaine notoriété pour ça. Ou de très très bons amis. Mais... 50 000 balles. Ouais, très très bon mécène, ouais. Ah ouais. Je veux bien qu'on échange d'amis, parce que, pas ça. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout du débat, hein. Là, franchement, on est bien, qu'on n'a jamais été aussi bon, je crois, en termes de timing. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour conclure et répondre à la question: les auteurs de comics ont-ils encore besoin des éditeurs? Point d'interrogation. Et puis, finir par penser, est-ce que pour vous, quel est le meilleur moyen, du coup, après ce débat, pour s'en passer? Fanny. La maîtresse de la soirée, c'est toi qui commence. Voilà, ça va rejoindre un peu tout ce qu'on s'est dit pendant tout ce débat, mais après tout, c'est le but d'une conclusion. Mais non, je ne pense pas que on puisse s'en passer totalement. Maintenant, je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire. Et alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je penche un peu plus vers le mauvais. Parce que c'est compliqué à gérer, mais il faut aujourd'hui qu'un artiste puisse être souple et savoir faire de nombreuses choses différentes, ne pas dépendre d'une seule chose, d'une seule personne, d'une seule société, etc. et savoir faire beaucoup de choses pour s'en sortir et surtout pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Donc non, on peut pas s'en passer totalement, mais il faut savoir s'en passer aussi. Ah, c'est beau. Ah voilà, on peut finir le podcast. Allez, c'est bon. SN. Pour moi, non, c'est
très très compliqué de se passer d'un éditeur, sauf sur des projets ponctuels. Tu fais ça pour faire le projet qui est ta passion à fond sur un moment, mais un auteur peut pas se passer définitivement d'un éditeur. Pour moi, de toute façon, ce qu'on voit le plus généralement, c'est des auteurs qui font un ou deux projets, mais généralement un, et qui ensuite repassent du coup chez un éditeur, le temps de se refaire une petite santé financière et tout ça, et éventuellement qui ensuite repart donc sur un crowdfunding ou sur quelque chose de ce genre. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment se passer définitivement des éditeurs actuellement, c'est impossible, surtout que on est sur un marché encore très concurrentiel et ils ont une force de frappe au niveau communication, marketing et distribution qui est irremplaçable. C'est beau. Cab. En fonction du marché, oui et non. Sur le marché américain, très clairement. Clairement sur le marché américain, on en a parlé. Image permet de diffuser sans avoir d'éditeur, et donc du coup tu peux très bien t'en sortir sans éditeur, aucun problème. Sur le marché français, c'est beaucoup plus compliqué, comme l'a dit SN. Tu peux en faire un ou deux, mais et comme l'a dit aussi Fanny, ça demande de faire tellement de choses différentes à la fois, c'est tellement chronophage. Que ta rentabilité elle est même pas nécessairement là en plus. Des fois t'as juste l'argent nécessaire. Fanny parlait de la femme de Neil Gaiman, Amanda Palmer, et j'ai lu un article du coup pour voir un petit peu qui c'était pendant qu'elle en parlait, et elle a fait un Kickstarter, elle a prévendu 26 000 albums, sauf qu'elle a pas dégagé un seul centime de marge. Parce qu'elle a donné trop. Parce qu'elle a trop donné. Ouais. Et donc du coup, est-ce qu'elle reviendra faire du Kickstarter? Absolument pas, parce que ça lui a demandé beaucoup de temps personnel, d'investissement à tous les niveaux, et qu'au final, oui, elle a fait l'album qu'elle voulait faire. Non, par contre, ça permet pas d'en vivre. Donc du coup, le modèle est encore très jeune pour essayer de voir si on peut en vivre, et je pense qu'en France actuellement, on est obligé d'avoir un éditeur. On peut avoir un éditeur dans ces cas-là très indépendant. Il y a des éditeurs comme les éditions ça et là, Comics Initiative actuellement, où on peut du coup y aller avec quelqu'un qui va, même Bliss par exemple, qui va faire les choses pour vous, avec vous. Même si dans les grosses maisons d'édition, les éditeurs vont aussi faire les choses avec vous. Le but, c'est de gagner de l'argent. Je veux dire, c'est pas d'en perdre. Donc pour moi, c'est possible. Aux États-Unis largement, en France, c'est très compliqué. Et si on veut être que auteur de BD ou de comics, peu importe, globalement, il vaut mieux pas. Voilà. Très bien. Je te remercie. Du coup, je vais conclure de mon côté aussi. Alors moi de mon côté, je ne pense pas qu'un auteur de comics puisse se passer d'un éditeur. Hein. Je pense qu'ils en ont toujours besoin, que ce soit un éditeur et ou un publisher. Cela dit, on a quand même pas mal de choses qui peuvent se faire, et comme aujourd'hui on voit Laurent Lefebvre, qui même s'il passe par Comics Initiative pour le coup, qui peut atteindre des niveaux assez hauts en termes de comics indépendants, en termes de vente, et clairement on pourrait, si un auteur atteint une célébrité assez dingue en France, pourrait peut-être s'en passer, mais je pense que le prix derrière ça, qui est une implication complètement dingue, peut-être des paliers aussi fous qui pourraient attirer le chaland, pourrait justement l'empêcher de dégager vraiment un vrai bénéfice, que ça soit tant sur l'aspect pécunier que sur l'effort, parce que bon, un artisan, clairement, quand il travaille, c'est comme si il était payé, quoi, entre guillemets. Donc bon,
je suis pas un grand fan de cette solution de se dire que les auteurs puissent se passer des éditeurs. Je pense qu'on n'y est pas encore en France, ni aux États-Unis d'ailleurs, même si on a certains cas particuliers. Mais cela dit, je trouve quand même que le crowdfunding, on a quand même des trucs assez sympas qui puissent arriver. Hein. On a eu JLMAS sur le chat qui nous a fait 2 super projets, un sur Mélenchon, un sur Macron, qui sont vraiment cool, très sympas à voir. Mais par contre, on en parle un petit peu sur le chat avec Matt qui nous parle de certains crowdfunding où l'ADR ça s'est capoté complètement. Hein. Faut savoir que c'est pas forcément une solution de sûreté, notamment le cas de Mario Gulli qui avait fait un crowdfunding. Alors je sais plus si c'était un sketchbook ou une BD qui était arrivé à son terme à 100% et que je crois que derrière personne n'a vu passer l'œuvre. Enfin Matt pourrait peut-être nous en dire un peu plus sur le chat, mais ça veut dire que le truc est arrivé à son terme mais n'a juste pas fonctionné. Ça c'est non mais quand je dis arrivé à son terme, qui a fait ses 100% et tout, hein, mais clairement. Oui, et personne n'a eu la BD. C'est ça. Ouais, mais ça par contre, tu sais jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, ouais, bien sûr. Ouais, mais donc voilà, faut faire attention. Hein. C'est pour ça qu'aussi le fait de passer par des éditeurs type Comics Initiative ou des choses comme ça en France apporte une certaine solution de sûreté, hein, de confiance. Où aussi, bon bah il y a plus de choses. Pour que, enfin, plus de fiabilité pour que ça arrive, quoi. Alors oui, Matt nous précise que c'était des prints et que ça a été jamais livré. Donc bon, voilà quoi. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Exactement. Donc faire attention, mais peut-être qu'à l'avenir on va voir vraiment des vraies structures, enfin des auteurs hors structure qui arrivent à nous proposer des choses et qui soient viables pour eux, mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Je voudrais juste rajouter que là, on parle du jour à l'instant T. Quand on voit l'industrie de la musique, on a longtemps pensé qu'elle pouvait pas se passer des maisons d'édition et des maisons de disques, et on voit que maintenant, elles s'en passent très 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 bien. Et que globalement, il y en a même quasiment plus besoin. L'émergence des réseaux sociaux, des trucs vidéo type Twitch, etc., vont permettre à la bande dessinée de trouver un nouveau moyen d'avance, en tout cas pour les auteurs, de s'exprimer et peut-être de passer outre, même si ça va être plus compliqué, parce que les gens ont encore l'habitude d'avoir du papier. Mais ça veut pas dire que dans 5-6 ans, ça sera encore le cas. Enfin bon voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon podcast. Alors juste avant de passer à la dernière partie, j'aimerais, parce que sur Facebook j'ai posé la question à quelques auteurs de comics s'ils avaient un avis sur la question, et j'ai eu quelques réponses. D'ailleurs j'en ai eu un pendant le podcast. Alors autant vous les lire, hein, il y en a 3-4 qui sont assez intéressantes, dont notamment la première de JLMAS qui avait dit que ça dépend des projets. Alors je vous rappelle que la question c'était: les auteurs de comics ont-ils encore besoin des éditeurs? Et il dit: ça dépend des projets, leurs besoins et la personnalité de chaque artiste. Parfois il y a un besoin d'avoir un encadrement humain juridique, un suivi. En tout cas il y a clairement une possibilité de faire sans, mais ça demande un autre travail conséquent à l'artiste. Donc c'est à peu près ce qu'on a dit. On a Julien Gunrabert qui a dit: je vois un peu les choses de l'extérieur, mais mon impression est que la carrière d'auteur sera un peu en mode essuie-glace chez des éditeurs mainstream pour faire de la notoriété qui sert ensuite pour faire vivre des projets plus personnels. Mais sinon, il faut avoir des éditeurs pour faire leur boulot d'éditeur, à savoir relire, améliorer, corriger, etc. Je parle bien de la personne, pas de la maison d'édition. En anglais c'est plus simple, il y a 2 mots, éditeur et publisher. C'est à peu près ce qu'on disait. Et alors il y avait aussi Laurent Lefebvre qui disait que, ceci étant dit, éditeur est un des métiers. Pour ma part, être auteur aussi, et quoi que j'arrive à faire, je n'y arriverais pas si j'étais tout seul. Donc, ce qui exprime un peu ce qu'on avait dit. Et la dernière réponse de Philippe Vrionès qui est arrivé pendant qu'on avait le chat, qui m'a fait assez rire. Alors il a dit: on pourrait s'en passer dans l'absolu comme des scénaristes. Alors là pour le coup je vois pas comment un scénariste pourrait s'en passer, mais bon, là c'est ce qu'il dit. Mais alors, contre qui je vais pouvoir pester? Sérieusement, je travaille avec des gens non pas par besoin, mais parce que j'aime ça. Donc, ce qui revient un peu sur l'entourage. Après, il dit quand même: les éditeurs font partie des interlocuteurs, ils manquent parfois de bienveillance et oublient souvent leur mission préalable de félicitation, et peuvent être même insultants, indirectement, par ignorance. C'était quoi déjà la question? Donc voilà, clairement on a plutôt des auteurs qui nous disent qu'effectivement ils cherchent souvent à être entourés, parce qu'effectivement il y a un boulot monstre qui est fait par les éditeurs et les publishers sur lesquels on peut pas s'en passer comme ça. Voilà. C'était la petite parenthèse de Blacky.
Maintenant, on va passer à la conclusion, un petit tour des sites et des actualités de nos chers amis. Bah écoute Fanny, est-ce que t'as des choses à partager? Sur l'actu? Bah oui, sur ton actu. Pas Pas sur tes cheveux, hein. Je pense qu'on a. Genre, putain, faut que je trouve un truc. Mais non, mais en plus, j'étais prête à le sortir. Je sais pas, j'ai bugué. Les enfants, ça arrive. Hein. Je suis pas toujours prête à vous sortir des trucs dans la tête. Voilà, de temps en temps, j'ai besoin de me reposer un peu, quoi. J'étais tellement fort au début, là. C'est perdu. Je suis déçu. Je suis tellement déçu. Oui, donc on a sorti une vidéo sur le voyage dans le temps sur les Nordavif il y a 2-3 semaines. Et là, on est en train de monter une vidéo, donc elle va sortir d'ici quelques jours, qui est sur les jeux de rôle. On s'est bien éclaté à faire ça. C'est ça. Une petite simulation de partie de jeu de rôle. On s'est vraiment beaucoup marré à faire ça. Donc d'ici quelques jours, vous allez pouvoir bien vous foutre de ma gueule parce que j'y suis allée à fond, quoi. Alors voilà. C'est JDR ou tu comptes aussi jeu de plateau, même si c'est pas censé être du JDR? Non, jeu de rôle. Okay. Ouais. JDR. Okay. En GL? Non. Non, on est, enfin là, je pense qu'on en refera d'autres sur le même sujet, mais là c'est vraiment le JDR simple. On parle un peu des origines qui étaient aussi en GL, hein, mais je pense qu'on fera sur les jeux de plateau, mais ça sera pour une autre fois. D'accord. Très bien, bah écoute, je te remercie. SN. Ben moi, pour quelqu'un qui est censé être en pause, j'en ai fait quelques-unes de vidéos. C'est clair, t'en as fait pas mal, hein, mine de rien. Ouais, j'en ai fait 3. Une sur les origines donc de Captain Marvel alias Shazam. Et j'ai réussi à reprendre les capots en fait, qui sont des critiques normalement brèves. Et en fait, je vais commencer un petit projet de top en fait qui va aller normalement la semaine prochaine à septembre. Ce qui me permettra du coup de faire cette pause sans laisser la chaîne à l'abandon en gros. Voilà. Et sinon à côté, j'ai pas mal de choses que je fais avec le collectif des comics.fr où on fait pas mal de projets en commun et on arrive sur la période où on commence à voir le fruit de notre travail arriver et c'est vachement cool. Voilà. Ah cool. C'est-à-dire en termes de nouvelles prod ou en termes de retombées? Ouais, va y avoir de nouvelles émissions vidéo et aussi audio. Ah, cool. Voilà. Et j'étais bien impliqué dans les deux, du coup. C'est-à-dire que tu refais un podcast en plus. C'est possible. Il y a du chécos, hein. Il y a du chécos qui tombe là. On lui a pas fait signer une petite clause. T'as un contrat d'exclusivité, vrai, mec, tu peux pas aller ailleurs. C'est clair. Une intervention. Non, mais on prend 30% sur le chécos qui touche. Attendez. Bon, bah, ça va. Ouais. et, attends, 30% et une bucket de poulet. Faut pas déconner. Ah, ouais. Enfin, pour moi, une bucket de produits vegan pour Fanny, quoi, tu vois. Merci pour cette petite touche, j'apprécie. Ouais, mais un bucket de salade, est-ce que ça marche? Ah, un bucket de cailloux, bah oui. Fatigué. Eh ben écoute, merci SN, du coup j'ai hâte de voir ça. Cab. Alors, est-ce que oui, il y a un nouveau Black et Mortimer qui sort demain. Donc, ouais. Tu rigoles ou quoi? Ça c'est 200 ventes assurées. Cite-moi une BD sur laquelle je fais 200 ventes en Astérix. 2 mois. Oui, ok, qui sort en 2 mois. Ok. Non mais, cite-moi un comics qui fait ça. Aucun. Ah non, aucun. Ah, Walking Dead. Okay. Walking Dead? Non, Walking Dead, j'en vends une trentaine Walking Dead. Ah, c'est pas mal, hein, déjà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Non, et ben écoute, en vrai truc sympa, on a la dédicace de Virginie Augustin, qui a été décalée au 12 juin, puisque le livre a été repoussé, la sortie du livre a été repoussée de 2 semaines par Glénat. Ah. Et donc, comme nous avons une dédicace le jour même de la sortie, nous décalons la sortie. Donc, on l'a déjà décalé 2 fois.
Bah, on l'a décalé une première fois parce qu'ils nous ont dit on s'est décalé d'une semaine. Hein. Bah oui. Et après, on l'a décalé une deuxième fois quand ils nous ont dit j'ai redécalé d'une semaine. On a fait OK. Donc, du coup, on a fait décaler tous les gens qui s'étaient inscrits. Je crois qu'il reste quelques places, donc n'hésitez pas. C'est sur la librairie de Boulogne. Et ce sera donc de 16h à 20h, le 12 juin. Ok, très bien. Bah, écoute, après, c'est les vacances. Il y a du monde. Ah. Allez. D'accord. Ouais. Tu commences. Ouais, je suis fermé du 21 juillet au 20 août. Ah, mais le gars, il se prend un mois de vacances. Ah. C'est clair, à peine il commence, il se prend des vacances, mais c'est n'importe quoi. Alors déjà, je suis patron, je sais ce que je veux. C'est la première chose. Deuxième chose, essaie d'être ouvert après un 15 juillet à Versailles. Ah ouais. Pleure ta mère. Globalement, je suis fermé. C'est pas rempli de Chinois? Mais les Chinois, ils s'en foutent de la BD. Ah oui, bah non, mais ça c'est clair, oui. Non, mais je parle de Versailles, pas de... Non, la ville est déserte. Hormis le château, c'est désert. D'accord. Il y a plus personne. Donc, du coup, non, je suis fermé parce que je gagnerais plus d'argent en étant fermé qu'en étant ouvert. Bon, bah, voilà. Ok, bah, je te remercie. Donc, bah, il manque plus que, voilà, tu vois. Je suis tout renversé. Bah écoute, bah pour nous, alors il y a un truc qui est tombé là chez moi du moins, du coup, puisque Comics Century n'existe plus, a complètement fusionné dans Sanctuary.fr, ce qui a entraîné beaucoup de choses derrière, c'est-à-dire qu'ils ont un peu fusionné à la sauvage entre guillemets. Quand on m'a dit bah c'est bon, j'aurais dit bah écoutez ouais on peut le faire. Bah en fait 10 minutes après c'était fait. Moi j'attendais un passage doucement, tu vois. Non ils ont fait un truc sauvage quoi. Donc on a dû ramasser. Sec. Ah mais vraiment avec du sable même et ça faisait mal. Vous êtes dégueu. Donc là on est en train de rattraper un peu tout ce qui était parti un peu en couille, notamment tous les outils qui étaient autour qui nous servaient à gérer le site en fait. Donc là on commence tout juste depuis le début de la semaine à retrouver les choses qui vont bien. Donc là je suis recommencé à faire des contributions à les bases de données puisqu'on avait à peu près 80 lundi à valider. Donc il a fallu que je me tape une soirée à tout valider. Ça c'était génial. Et en ce moment je travaille parce qu'en fait on a fait une interview de Joel Jones pendant la Comic Con Paris. On s'est dit on va attendre la sortie de Catwoman pour la proposer. Entre temps Catwoman est arrivé extrêmement tard, c'est-à-dire qu'il sort le mois prochain. Et on se pose la question est-ce qu'on la faisait en manière en forme d'article ou en forme de vidéo ou etc. Finalement on a décidé de la proposer sous forme audio. Donc là je suis en train de travailler sur les doublages que je l'ai traduite je l'ai traduite, on m'a aidé à la traduire parce que j'avais pas le temps avec toutes ces histoires de sites. Et donc on espère non, je sais traduire des vidéos mais par contre c'est extrêmement chiant par contre c'est très chronophage que 15 minutes d'interview tu mets une soirée à peu près à la traduire. C'est trop de 3 heures ouais. Bah ouais, non mais sérieusement, c'est un peu près ça. Oui, c'est très très chiant quoi. C'est pas une critique. Mais là pour le coup, j'ai une amie qui m'a aidé, ça c'est cool. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à faire les doublages dessus et on espère vous la proposer en GG Comics HS. C'est toi qui vas faire le doublage de Joel Jones ? Non, ça sera sûrement ma femme. Je demande à voir. Hein. Oui, alors voyez-vous. Non, ça va pas marcher, je pense pas. Non, ça sera ma femme. On l'a déjà fait sur une vidéo de doublage, ça marchait bien. Donc maintenant, je le ferai en audio. Et puis bah écoutez, j'attendrai vos retours. Ça sera autour de la sortie de Catwoman qu'on la proposera, en espérant qu'elle soit cool pour vous en tout cas. En tout cas, ça s'est dit plein de trucs intéressants. Donc c'est vraiment une chic artiste avec beaucoup de talent. Donc bon, voilà quoi. Ça sera la prochaine chose qui arrivera. Et quand j'aurai le temps, je tournerai ma vidéo sur Glénat que j'ai déjà écrite, malheureusement. Mais alors là, du coup, comme je m'étais dénaté, je me suis dit, je vais peut-être pas la tourner. Mais ça serait peut-être finalement que je la fasse avec les cheveux dénatés, ça peut me faire rire. Donc si je trouve 1 heure ou 2, je vais peut-être pouvoir faire ça. Peut-être ce vendredi si mon coiffeur ne peut pas me prendre. Je parle pour me natter, évidemment. Voilà. Bah écoutez, on a commencé avec les cheveux, on finit avec les cheveux. C'est pas beau tout ça? Je sais pas si beau c'est le bon terme, mais c'est capillotracté en tout cas. Ça c'était beau ça.
Vu le sujet du podcast, j'en profite pour glisser la pub pour 2 projets de financement participatif. Le premier réalisé par nos amis de Metz et le second volume de Bertrand Kefterian nommé Zone 57. Ici, la chasse aux aliens est traitée sous forme de télé-réalité. Le projet est sur Kiss Kiss Banks Banks et vient de dépasser la barre des 50%, alors n'hésitez pas à aider ce joli projet bessin. Le second est le 3e volume de la série Centaur Chronicles de Jean-Michel Ferragati, à travers cette série qui donne une suite aux personnages d'antan, Amazing Man, à la manière de Miracle Man ou Tom Strong, où on nous propose des épisodes d'antan, ici qui sont restaurés par le coup, et des aventures plus modernes. Ce 3e volume sera centré sur les adversaires du héros, et le projet est disponible sur Ulule, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous mettrai bien sûr les liens sur la news et dans la description du podcast si cela ça vous intéresse. Allez, bonne suite! En tout cas, on remercie le chat d'avoir été présent, pas mal de participation, c'était assez cool. Ouais. On vous remercie d'avoir participé, évidemment. Si vous voulez réagir à ce podcast, on est toujours disponible sur le Facebook, les GG Comics, ou sur le Twitter, @lesggcomics, si vous voulez discuter à Fanny. Et de temps en temps, j'y jette un œil. Donc c'est possible que parfois je puisse y répondre, mais c'est pas dit. Voilà, vraiment. Ou sinon, vous pouvez nous écrire un mail à l'adresse ggcomics@comics-sanctuary.com. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'y jette un œil, parce que ça fait un petit moment que je suis pas allé depuis un petit moment. Et puis sur ce, encore merci sur le chat, vous avez été vraiment cool. Et puis n'oubliez pas, nous sommes un podcast, donc sur toutes les applications on peut nous noter, et surtout sur l'application iTunes, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles, et 5 de préférence, ça nous aide. Et de remplir notre Patreon aussi, on a besoin d'argent. Ok, donc il faudrait que je lance un Patreon du coup. Un Patreon, mais alors du coup vous pouvez mettre un bucket par mois ou ou 300-400 euros au minimum, quoi. Enfin, je veux dire, sinon on n'accepte pas, quoi. Voilà, écoutez, sur ce, passez une bonne soirée. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, écouter les GG, c'est bien. Lire des comics, c'est mieux. Et normalement, le débat suivant sera sur Mark Waid. Donc, écoutez, en espérant que ça va faire une belle préparation dessus. Et puis, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Sur ce, tchuss! Allez, bonne soirée! Joyeux Noël! Bonne soirée! Salut à tous! Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to come, baby, for my whole world will be done.